nous sommes avec Didier Jacobet, Sweet Game, qui va nous présenter les jeux qui sont actuellement sur les stands. Oui, tout à fait. On va commencer par une valeur sûre, Seeders from Series Exodus. On attend la réédition parce que le jeu actuellement est épuisé. Elle devrait arriver d'ici 2 mois dans les magasins. Et dès que la réédition de la boîte de base est disponible, on mettra effectivement les boîtes d'extension qui, elles, sont produites, qui sont en attente dans nos entrepôts et qui attendent que le jeu de base pour de nouveau être en magasin. Donc, on a 3 boîtes d'édition d'extension. Donc ça peut être assez sympa. Alors si tu as la possibilité de regarder juste derrière, tu vas voir un prototype toujours dans le domaine de Seeders from Series, dans le même univers. Là on est sur un jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs, toujours avec les mêmes castes qui s'opposent dans une lutte permanente. Un très bon jeu encore de Serge Macazdar. On va reculer un peu. De Serge Macazdar est toujours dans l'univers de Seeders from Series, Carman Swap. Alors c'est difficile à pitcher parce que la mécanique de jeu n'est comparable à rien d'existant. Donc moi je vais plutôt vous parler de l'univers. En fait ce qu'on va simuler c'est un convoi d'exploration des sommeurs. Donc leur job c'est de découvrir des nouvelles planètes et après ils vont un peu jouer aux apprentis sorciers en introduisant dessus des espèces. Et là, ça ne va pas forcément bien se passer. Et donc, tu as plusieurs manières de gagner selon le nombre de planètes que tu réussis à conquérir, les équilibres écologiques que tu réussis à faire sur chacune des planètes, ou bien un mix de points sur l'ensemble des 2 domaines. Donc, tu peux gagner au point ou gagner par KO, etc. Avec un truc qui est absolument génial, c'est que toutes les cartes mises en jeu, en fait, ne meurent jamais. Ça signifie qu'une carte qui a été mise en jeu, tes adversaires vont pouvoir l'utiliser à leur tour. Et donc, on a à la fois un système de combinaison de cartes, des systèmes de chaînage, dans une mécanique de jeu où on peut vraiment avoir des objectifs différents en s'adaptant, sachant qu'un peu comme à la belote, quand on joue à 4, on est à 2 contre 2. Donc on doit pouvoir s'échanger des cartes pour optimiser les conquêtes, les introductions d'espèces, etc., etc. Et sincèrement, ça vaut le coup. Et puis en plus, le matos est absolument superbe. Je vous laisse regarder. Et ça sortira probablement pendant l'été ou à la rentrée si on décide de retarder la sortie pour septembre-octobre. Et c'est fabriqué en Europe, donc a priori, ce sera là à temps. Voilà. Ok, ça marche. Allez, on va faire un voyage dans le temps maintenant. Ouais, allez, on y va. Un voyage dans le temps. Allez, on y va. Allez, je vous amène au printemps 1764, dans les forêts du Gévaudan, où la bête sévit. Entre le printemps 1764 et l'été 1767, la bête va réaliser 227 victimes dans le Gévaudan. Et aujourd'hui encore, la bête est légendaire parce qu'on ne sait toujours pas quelle était sa réelle identité. C'est ce qu'on va jouer ici sur un jeu asymétrique qui se joue de 2 à 5 joueurs. C'est-à-dire que tu as un joueur qui joue la bête, dont le but est d'essayer de faire un maximum de victimes sur le plateau, et 4 enquêteurs qui vont le traquer pour faire en sorte d'avoir un minimum de victimes et surtout essayer d'identifier la bête pour la neutraliser. La bête a 5 identités possibles qui vont de la meute de loup avec un mâle dominant particulièrement féroce, un fauve échappé d'un cirque venant d'un territoire africain qu'on ne connaît pas très bien, mais l'évêque dit que c'est l'œuvre du malin. Dans les tavernes, on parle du fils du comte qui aurait des mœurs un peu bizarres, qui élèverait des molosses, on ne sait pas bien. Puis de toute façon, si c'est aucun de tout ça, c'est forcément un étranger, parce que les vagabonds, on sait bien, ils ne sont pas du territoire. C'est forcément eux les coupables, quoi. Voilà. Et donc on va jouer 12 tours de jeu, c'est-à-dire 3 ans, 4 saisons par année, donc 12 tours de jeu. Et on va essayer, alors pour la bête, de réussir à les frapper là où les enquêteurs ne sont pas. Et pour les enquêteurs, d'essayer de deviner où la bête va se déplacer pour essayer de l'empêcher de faire ses méfaits. Ce qui est marrant, c'est que le nombre de victimes de la bête dépend de son déplacement. Plus elle fait de déplacement, c'est-à-dire plus elle fuit, moins elle fait de victimes. Et au contraire, si elle frappe à l'immédiate proximité, elle fait un maximum de victimes. Donc les joueurs qui se déplacent moins vite que la bête ont toujours besoin d'anticiper ce que la bête va faire pour essayer de neutraliser ses actions. La bête a 5 identités. En début de partie, elle choisit quelle est son identité réelle.
Et à chaque tour de jeu, elle doit mettre en jeu une de ses identités. Et si les joueurs réussissent à capturer cette identité, en fait, ils la neutralisent. Donc s'ils identifient la véritable identité de la bête, ils gagnent. Mais si également ils identifient les 4 autres identités comme n'étant pas celle de la bête, ils déterminent de fait quelle est l'identité de la bête et ils gagnent aussi. Donc la bête doit faire très attention à ce que son identité reste secrète. Le problème, c'est que si elle veut bénéficier des pouvoirs de chacune des identités, elle doit les jouer face visible. Et là, du coup, elle prend énormément de risques par rapport aux enquêteurs. Donc, challenge entre la prise de risque et au contraire le secret pour la bête pour savoir où aller frapper. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on met des taches de sang sur le plateau de jeu au fur et à mesure où elle fait des bêtes, où elle fait des victimes, ce qui fait qu'on peut suivre le trajet de la bête sur le plateau au fur et à mesure. Voilà. C'est les petits pions rouges là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour combien de joueurs en fait? Alors ça se joue de 2 à 5 joueurs, donc il y en a un qui joue la bête, et après 1 à 4 enquêteurs qui viennent contrecarrer ses plans. Voilà. Super. Bon, allez, on va changer d'ambiance. Ouais. On va partir, ça vous dit le Pacifique Sud? Ouais, c'est très joli. Ouais. Alors attention, il faut chausser les tongs, prévoir la crème solaire, les lunettes de soleil. Voilà, donc ma cabana. Ça c'est l'édition du 15e anniversaire en version géante. La boîte est illustrée par Jérémy Fleury. Voilà. On crée des paillotes, on crée des clubs de plongée. Et le but c'est d'avoir un maximum de paillotes, si possible adjacentes pour faire des complexes, d'être majoritaire sur les plages et de créer des clubs de plongée pour avoir des bonus. Voilà. Simplement, le jeu est un peu filou parce que plutôt que de créer ses propres paillotes, parfois on décide de repeindre les paillotes des copains à ses propres couleurs. C'est pas très fair-play, mais en termes de jeu, c'est assez efficace. Voilà. Il y a des différences par rapport à l'ancienne édition, c'est la même chose? Alors, par rapport à la 4e édition, les règles sont les mêmes. Mais par contre, lors de la première, de la 2e et de la 3e édition, il n'y avait pas de club de plongée. Donc quand on faisait ce qu'on appelait des permis de construire filou, on savait que le joueur allait repeindre quelqu'un. Maintenant, quand on joue un permis de construire à 4 cartes, on ne sait pas s'il va repeindre ou s'il va tenter de créer un club de plongée. Et ça fait toute la différence. Voilà. Okay. Allez, on continue. Ouais, alors attention, là faut mettre la moumoute maintenant. Faut mettre la moumoute, charger la carabine. Ça fait au métro-vigienne là. Ouais. Allez, on va jouer Quentin Fillon-Maillet en train de remporter ses médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est un jeu sur le thème du biathlon. Ouais. Alors le jeu est très très fort. C'est-à-dire que premièrement, il se joue de 2 à 12 joueurs. Donc ce qui est assez rare, puisque on a 12 profils de biathlètes qui sont proposés. 4 équipes de 3 biathlètes, sachant que dans ces équipes, on a celui qui est très rapide au ski, mais qui n'est pas forcément très précis au tir. Ouais. Inversement, celui qui est très rapide, qui est très précis au tir, mais qui concède quelques secondes au niveau des skis. Et puis on a le profil intermédiaire, qui lui est à la fois bon au tir et bon au ski, mais qui par contre n'est jamais excellent dans les 2 disciplines. Ça nous fait 3 profils de biathlètes qui sont symbolisés par la couleur des socles des silhouettes en fait. Donc le noir est celui qui est le plus rapide sur les skis, le blanc est celui qui est le plus précis au tir, et le gris est le profil intermédiaire. Le déplacement c'est très simple, on va jeter le dé qui correspond à la couleur de votre socle, sachant que les différences entre les dés sont très très faibles, puisque tu as 10% entre chaque dé en fait. Donc ça signifie que quand le joueur gris va avancer de 10 cases sur le plateau, le joueur noir avancera de 11 et le joueur blanc avancera que de 9. Donc il n'y a pas grand chose, surtout que si tu restes derrière à l'aspiration, tu gagnes un +1 à chaque tour de jeu. Donc le but, c'est que pour les skieurs les plus lents, c'est de rester au contact du groupe pour jamais se retrouver tout seul derrière, quoi. On a des montées qui sont plus difficiles, qui sont plus lentes, on a des descentes qui sont plus rapides. C'est signalé le rouge rouge pour les montées, bleu pour les descentes. Et à chaque tour de jeu, tu as la possibilité de dépenser jusqu'à 2 cartes d'énergie. En fait, chaque joueur commence la partie avec un paquet de cartes d'énergie, 30 points bonus qu'il va pouvoir dépenser quand il veut dans la partie. Le problème, c'est qu'il va falloir gérer cette main pour pouvoir faire les attaques au moment où tu en as besoin, soit pour faire une cassure avec les autres joueurs, soit au contraire pour recoller quand tu as été distancé. Mais comme c'est du biathlon, tout va jouer sur le pas de tir.
Alors le pas de tir, en fait, en fonction de ton profil de biathlète, selon que tu es précis au tir ou que tu ne l'es pas, tu vas avoir déjà une première séquence, donc c'est ce qu'on voit sur le tableau en haut à gauche. Ouais. Donc tu as une colonne blanche pour les bons tireurs, une colonne grise pour les tireurs moyens et une colonne noire pour les tireurs qui sont un peu moins bons. Ouais. Ensuite, on va avoir une différenciation en fonction du vent au moment où tu tires. Donc là, quand on n'a pas de vent, on tire avec les deux lignes du haut. Quand on a du vent, on tire avec les deux lignes du bas. Et en fait, selon qu'on fait un tir couché ou un tir debout, on va déterminer ce qu'on appelle ta séquence de tir. Ta séquence de tir, c'est la couleur des dés qu'il va falloir que tu lances pour tes 5 balles, pour savoir si tu réussis ou pas à mettre dans la cible, okay, à blanchir la cible, comme on dit en biathlon. Et donc par exemple, là si on prend un joueur qui tire bien, donc sur socle blanc, il va commencer par jeter le dé orange, il va essayer de faire une face blanche. Après il va rejeter un dé orange, il va encore faire une face blanche. Et puis manque de bol, troisième lancé, son lancer est raté et du coup il rate sa cible. Okay, là le joueur, les deux dernières balles, normalement, il devrait lancer le dé vert et le dé bleu qui ont des statistiques encore plus faibles. Plutôt que de faire son tir en rafale en un tour de jeu, il peut décider de perdre un tour, c'est-à-dire de passer son tour, pour terminer son tir le tour suivant. Ouais. Mais à ce moment-là, au lieu de terminer avec ses 2 dés avec les mauvaises statistiques, il va recommencer sa séquence de tir au début. Donc il va de nouveau bénéficier de ses meilleurs dés. Donc la vraie question, c'est de savoir à chaque fois si tu penses avoir plus d'intérêt à perdre un tour volontairement pour augmenter tes statistiques de réussite, sachant qu'une balle que tu rates, c'est un tour de pénalité. Le tour de pénalité, c'est 9 cases, donc c'est l'équivalent de 2 tours de jeu. Ouais. Donc voilà, le challenge est là. Voilà. Et du coup, tu ressens vraiment les mêmes sensations que quand tu es dans ton canapé à regarder le biathlon. Ouais. Parce que quand tu lances ton dernier dé, tu sais que si ça passe, tu dis ciao à tout le monde. Puis si ça passe pas, tu vas être comme un con à tourner, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, c'est assez marrant parce que au lieu d'être spectateur, tu deviens acteur. Ouais. Et c'est pour ça que le jeu fonctionne aussi bien, parce que voilà, le jeu est sorti il y a un tout petit peu plus d'un mois. On avait déjà la 2e production. Heureusement, le jeu était fabriqué en Europe, donc du coup, on a pu relancer tout de suite. Mais voilà, un jeu de course sur le biathlon, c'était quand même un gros challenge. Et voilà, c'est un challenge gagnant aujourd'hui. Réellement, on a fait des volumes inespérés, quoi. Ouais. Voilà. Ça tombe pile poil pour les perfs de l'équipe de France en plus. Ouais, on a de la chance. On a des sportifs français qui ont été très performants sur les Jeux Olympiques. Mais je dirais que ça a aussi été une des raisons pour lesquelles j'ai édité le jeu, c'est qu'ils sont leaders de la Coupe du Monde. Donc ils sont pas. Enfin, c'est pas des perfs extraordinaires aux Jeux Olympiques, c'était prévisible. C'est le fruit du travail de toute cette équipe de biathlon depuis des années et des années, avec le succès de Martin Fourcade à l'époque. Et puis autre chose aussi, il faut savoir que le biathlon, c'est probablement actuellement en France le sport le plus diffusé à la télé. Parce que cette année, je crois, il y avait 72 courses retransmises en direct sur près de 5 mois. Et que la moitié de ces courses diffusées gratuitement, parce que c'est pour la plupart du temps la chaîne L'Équipe qui diffuse, sauf pour les Jeux Olympiques où c'était France Télévisions. Et la chaîne L'Équipe, sur la moitié des courses qui diffusent, font plus de 1 million de téléspectateurs. Et sur les championnats du monde, parfois, ils font même 2 millions, 2,5 millions. Donc il y a un réel engouement autour de sport qui pourtant a très très peu de pratiquants. Voilà. Et je pense qu'on a réussi à satisfaire tous ces amateurs de biathlon dans leur canapé, un peu comme moi, parce que moi le biathlon, non, mais le canapé, oui. Et voilà, et vraiment on a plaisir à jouer, c'est pas très long, ça dure 45 minutes une partie. En plus de ça, il y a 3 niveaux de règles, donc un pour jouer avec des enfants, un pour jouer avec des amis, puis un pour jouer avec des joueurs. À chaque fois, on réduit la part du hasard au profit de la tactique. Et vraiment, c'est une belle réussite, on est très content. Voilà ce que je te propose. Ok, je te remercie. Ok, alors ce sera fromage ou dessert? Les deux, mon général. Ok, gourmand. Écoute, merci, hein. Bonne continuation pour ce salon. Hein. Et puis on aura l'occasion de se recontacter, de reparler à nouveau du Sweet Games et de son actualité. Ouais, et puis bonjour à la communauté. Ça marche. Au revoir.